Laurence Naon, Benjamin de Londres et Guy Sabin. Des voitures qui patinent, qui roulent au pas, et certains conducteurs qui préfèrent continuer à pied. La N118 qui dessert l'ouest parisien vient d'être fermée, résultat des kilomètres de bouchons et des automobilistes loin d'être rentrés chez eux. Ça va faire 3 heures qu'on est parti de Châtenay-Malabry. Châtenay-Malabry, c'est à même pas un quart d'heure. Et là, je suis coincée depuis au moins plus d'une demi-heure, là. Et puis, il n'y a aucune info de donner. Dès 18h, à la sortie des bureaux, les automobilistes s'étaient fait surprendre par les embouteillages. C'est la catastrophe, je pense. Ça patine beaucoup, donc c'est un peu plus dangereux. Et en 2 roues, les difficultés sont encore plus grandes. Cet homme préfère abandonner son scooter. Je vais me tuer, c'est sûr. J'ai jamais vu ça, j'ai déjà roulé, ça fait 20 ans que je fais du 2 roues. J'ai déjà roulé sur la neige, mais là en plus c'est dur. Depuis 15 heures sur l'autoroute A10, les poids lourds n'ont plus le droit de circuler, obligés de stationner sur des zones de stockage. Les forces de l'ordre veulent à tout prix éviter des camions en portefeuille sur la chaussée, bloquant tout le réseau autoroutier. J'avais rendez-vous demain matin à 6 h, mais j'y serai pas, quoi. On est bloqué ici jusqu'à je sais pas quand. Les gendarmes ont dit que c'est 24 heures minimum. À Chartres, ce sont les bus scolaires qui sont à l'arrêt depuis ce matin. Tous ceux qui prennent les bus n'ont pas pu aller en cours. Et moi, mon collège, du coup, il a fermé pour ces 2 jours. Comme la plupart des élèves prennent les bus, ils se sont dit que ça ne servait à rien d'ouvrir. Depuis hier, saleuses et sableuses sillonnent les routes de France comme ici vers Orléans. Et les heures à venir inquiètent les équipes territoriales. Une 2e nuit de neige et de verglas est annoncée. Ouais, la situation ne va pas s'améliorer. Sachez que le ramassage scolaire a été suspendu dans plusieurs départements. Pour demain, donc, le suivi et la liste des départements concernés en temps réel, c'est sur notre site internet franceinfo.fr. L'actualité, c'est aussi la visite d'Emmanuel Macron en Corse, où il a inauguré ce matin la place Claude Érignac. Un hommage a été rendu à l'ancien préfet de Corse 20 ans après son assassinat. Le chef de l'État a dénoncé un attentat et a affirmé que la justice sera rendue. Il est exclu toute amnistie des prisonniers corses. Écoutez. La Corse, terre de fierté et de dignité, a été salie par ce crime. C'est pour cela qu'elle s'est levée. Voilà pour l'essentiel. Prudence si vous devez sortir. On retrouve tout de suite les informés. Jean-Mathieu Pernin, c'est tout de suite sur France Info. Très belle soirée à tous. Merci de votre présence. – 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Bien sûr, tout au cours de l'émission, nous essayerons de faire vivre ce qui se passe actuellement donc en Ile-de-France, avec ces plus de 700 km de bouchons, cette neige qui n'arrête pas et qui bloque toute une partie de la région francilienne, avec, je vous rappelle, quand même plus de 10 millions de personnes qui habitent. Donc ce soir, il y a des écoles demain qui seront fermées, des ramassages scolaires qui ne se feront pas à Paris. Il n'y a plus de bus en ce moment. Donc pendant cette heure, on vous fera vivre également un point régulier sur la situation, en tout cas de la neige. Et eux, c'est au milieu donc du blizzard et raquettes aux pieds qu'ils sont venus. Et les informés de France Info reçoivent ce soir Gaspard Koenig. Bonsoir. Bonsoir, mais la neige pacifie les esprits. Donc on Très bien. Avoir un débat presque consensuel. Mais alors là, par contre, les gens qui sont dans votre voiture et qui sont dans les bouchons, je ne sais pas si vous entendront parfaitement. Merci du think tank Génération Libre. Également Marion Mourgue, bonsoir. Bonsoir. Du Figaro, Christophe Alix, bonsoir. Bonsoir. De Libération et Anthony Bélanger. Mais oui. Eh ben bonsoir. Mais bonsoir. De France Inter. Un étage à descendre, et moi ça va. Oui, je sais, ça va, mais on ne sait jamais, c'est peut-être les plus dangereux. Et ce soir, on parlera des fonctionnaires au menu des syndicats. On parlera également de Laurent Wauquiez de la Grande Marche. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors vous le savez, 1998 est en France une année marquante pour beaucoup d'événements. Bon, il y a eu la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football, le triomphe de Mano et sa chanson mythique, La Tribu de Dana,
Voilà. Et bien sûr, dans une région française, un fait tragique, l'assassinat d'un préfet. Claude Érignac est tombé sous les balles d'un commando le 6 février 1998. La première fois qu'un préfet était assassiné en temps de paix. C'est à cet homme qu'Emmanuel Macron a choisi de rendre hommage pour le premier jour de son déplacement en Corse. Depuis le 1er janvier, l'île est dirigée par les nationalistes et autonomistes. Fini les treillis et les mitraillettes. Aujourd'hui, la politique en costume a pris le dessus avec des revendications comme la création d'un statut de résident pour l'accès à la propriété, un statut fiscal dérogatoire, la reconnaissance du peuple corse et l'officialisation de la langue, ainsi que le rapprochement, puis l'amnistie des prisonniers dits, bien sûr, politiques. Et pour ce dernier point, la ligne rouge ne peut être franchie, c'est ce qu'on appelle être clair, Emmanuel Macron. Ce qui s'est passé ici, le 6 février 1998, ne se justifie pas, ne se plaide pas, ne s'explique pas. Ce fut un assassinat, un attentat. Rien de plus haut, ni de plus noble. On a tué un homme parce qu'il était un serviteur de la République. Emmanuel Macron, donc à Ajaccio, pour l'hommage au préfet Érignac. Marion Mock, c'était important pour Emmanuel Macron d'être ferme aujourd'hui par rapport à la discussion qu'il peut avoir ce soir avec aussi les nationalistes autonomistes? Oui, on attendait son discours, on ne savait pas exactement ce qu'il allait dire. Il y a eu le discours pendant la campagne en avril, il y a un an, à Bastia. Et puis, il y avait les rencontres qui s'étaient faites à Paris avec le Premier ministre, avec le président du Sénat. Et donc, on avait plusieurs échos en se disant que peut-être il allait lâcher du lest et céder à quelques revendications. Donc là, il s'est montré très ferme. Peut-être que demain, il y aura une ouverture et que ce sera l'autre pilier du en même temps, mais pour l'instant, il a l'air de ne rien céder. Oui, c'est important, en effet, Anthony Bélanger, de montrer, voilà, face à cet événement aussi, qui était la commémoration de l'assassinat de ce préfet, de montrer à quel point c'est ferme. Aujourd'hui, la République, c'est la République. Oui, c'est d'autant plus important que les mouvements indépendantistes régionaux ont un peu le vent en poupe en ce moment en Europe, et surtout dans les régions périphériques. Je pense à la Catalogne, bien sûr, mais aussi dans d'autres parties d'Europe. Donc il y a beaucoup de choses à négocier, parce que c'est vrai que la Corse est une île méditerranéenne, et que la plupart des îles méditerranéennes de son importance sont des statuts d'autonomie, plus ou moins développés, et qui d'ailleurs assurent leur prospérité. Donc il est clair que sur ce point, il a des choses à négocier. Maintenant, quand on voit l'exemple de la Catalogne, on voit bien, et les indépendantistes et même les autonomistes corses regardent avec admiration et les yeux de chimène ce qui se passe en Catalogne, on voit bien que ça peut aboutir à des situations dramatiques pour le pays dans son ensemble, pour l'Espagne dans son ensemble. Donc il y a là un contre-exemple pour Macron, et le bon moyen de marquer ça, de marquer un coup d'arrêt, c'est aussi de manier les symboles et d'expliquer que, encore une fois, la Corse fait partie de la France, qui est une et indivisible. Même si elle est plurielle, disait-il dans son discours de Furiani. C'est ça, Furiani, pendant la campagne présidentielle. Gaspard Koenig. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les autonomistes corses. Vous citez un mauvais exemple qui est la Catalogne, et un bon exemple qui est l'Écosse, qui a justement organisé un processus avec Westminster, avec le pouvoir central, en s'accordant sur les termes et sur la nature du référendum. Et tout ça s'est fait calmement, et le résultat a été accepté d'un côté comme de l'autre. Moi, je ne comprends pas pourquoi un peuple qui dispose de lui-même n'aurait pas le droit de prendre son autonomie, son indépendance, ou ce qu'il veut d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on soit sous la contrainte d'être partie d'une république dite une et indivisible. Mais d'abord, elle n'est plus une depuis l'après-guerre, elle n'est plus qu'indivisible. Elle n'est plus qu'indivisible, c'est déjà un progrès. Et je pense que puisqu'il y a une réforme constitutionnelle en cours, le vrai progrès, ce serait que la France soit plus une république indivisible, mais que la France soit une démocratie multiple, dont ces éléments constitutifs peuvent se retirer s'ils le souhaitent, parce que je ne vois pas au nom de quoi on forcerait les gens à appartenir à un ensemble qui ne veulent plus. En plus, aujourd'hui, il s'agit d'autonomie, il ne s'agit pas d'indépendance. Il s'agit d'autonomie. Il ne s'agit pas d'indépendance. Macron plaidait pour un pacte girondin. Je ne le vois pas du tout. On est d'accord, on est quasiment d'accord sur le sujet. Je suis simplement en train de dire que dans la région qui entoure la Corse, les îles de son importance, je pense aux Baléares, je pense à la Sardaigne, je pense à la Sicile, je pense certainement pas à la Crète, qui pour le coup est rattachée à la Grèce, mais enfin les grandes îles du coin ont un statut d'autonomie. Voilà ce qui reste à négocier avec la Corse, qui a un statut un peu bâtard, on va dire, entre le rattachement direct à Paris et une autonomie qui est encore beaucoup à négocier. C'est tout ce que je disais. Par ailleurs, c'est vrai que les indépendantistes et les autonomistes corses regardent du côté de la Catalogne. Je ne suis pas en train de dire que les Catalans ont raison, Christophe. Je dis simplement que pour
pour certains, les Jacobins, l'exemple catalan est un contre-exemple. Pour d'autres, les Girondins auxquels vous faites allusion, mais aussi les autonomistes corses, c'est plutôt un exemple favorable. Christophe. Non, ce qui est sûr, c'est que le premier jour de la visite, on est le 6 février, ça fait 20 ans que le préfet Erignac a été assassiné. Ça a été beaucoup rappelé, c'est le seul préfet qui a été assassiné en temps de paix. Oui. Le dernier préfet qui soit mort en France, c'était Jean Moulin. Voilà. Donc il est évident que Macron, en arrivant en Corse, ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait aujourd'hui. Et surtout qu'il y a la veuve du préfet Erignac qui est revenue pour la première fois en Corse. Qui a parlé. Voilà. Alors en même temps, comme le dit Marion, il va y avoir sans doute en même temps. Alors ce qu'il faut voir et ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'il va accéder à certaines demandes des nationalistes qui veulent aller plus loin que certains statuts d'autonomie qu'on a déjà dans la République et qui voudraient qu'on reconnaisse une spécificité corse, ou est-ce qu'il va se contenter, disons, d'étendre une forme d'autonomie qui est déjà à l'essai et qui devrait devenir constitutionnelle dans quelques mois à la Corse? Alors, apparemment, les Corses en attendent plus qu'une simple extension de l'autonomie. Mais je vous ai trouvé, Anthony, je vous ai trouvé d'ailleurs un petit en même temps, on va en parler dans un instant. L'info à 20h10, Julie Smul. Ne venez pas en région parisienne avant demain midi. C'est le message ce soir de la SANEF, la société d'autoroute. Toute la région Île-de-France paralysée par la neige. 700 km de bouchons cumulés en ce moment. La nationale 118 fermée dans les deux sens entre Boulogne-Billancourt et Vélizy. C'est l'axe qui permet de relier Paris à l'autoroute 86. La circulation des bus interrompue ce soir dans la capitale et sa région. Annonce de la RATP, les véhicules sont en train de rentrer au dépôt. Trop de neige sur les routes, impossible de circuler. En tout, 27 départements sont ce soir en orange dans le nord et l'ouest de la France. Pas de transport scolaire demain dans la majorité des zones concernées. Des perturbations aussi en ce moment sur plusieurs lignes TGV. Jusqu'à 2h30 de retard pour les trains qui vont vers l'ouest. Les trains circulent moitié moins vite que d'habitude. Dans l'actualité aussi ce soir, Emmanuel Macron en Corse. Il doit rencontrer les deux dirigeants nationalistes, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Pendant l'hommage au préfet Erignac ce matin à Ajaccio, le président a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas d'amnistie pour les prisonniers corses. C'est l'une des principales revendications des nationalistes. Et puis Tariq Ramadan reste en prison ce soir. Le juge des libertés refuse de le laisser sortir. L'islamologue suisse est en détention provisoire, mis en examen pour 2 affaires de viol depuis la fin de la semaine dernière. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, plus de 700 km de bouchons en Ile-de-France. Et tout de suite, nous rejoignons sur un des axes principaux de la région. Fanny Bouvard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur la 118 qui est totalement fermée, je crois. Exactement. Alors là, je suis tranquillement en train de me promener sur le National 118. Là, il y a un monsieur qui me fait coucou. Tout simplement parce qu'ils ont laissé leur voiture sur le bord de la route pour certains. D'autres ont décidé quand même d'aller droit dans les bouchons et de patienter. Sauf que, me disait une maman à l'instant, ça fait maintenant 4 heures qu'elle est sortie de l'école avec ses enfants à Meudon. Elle a donc fait à peine 10 km et elle en a encore 70 à faire. Ça va être très très long. Pas de circulation sur la Nationale 118. Une circulation très chargée sur la 86. Ça n'est pas terminé ce soir. Très bien, merci beaucoup Fanny. On vous retrouvera bien sûr tout au long de l'émission pour faire un point régulier sur ces conditions de circulation. Juste avant le rappel des titres, nous étions en train de parler de la Corse où Emmanuel Macron effectue actuellement une visite. Il y avait son premier jour et on disait voilà, l'ambiance était un peu particulière. Il y a eu cette manifestation de samedi. Emmanuel Macron était là pour rappeler aussi la mémoire du préfet Erignac, donc assassiné il y a 20 ans. Et vous le savez, l'exécutif corse est géré à la fois par des autonomistes. C'est Gilles Simeoni, lui il est président du conseil exécutif, et il y a Jean-Guy Talamoni. Et Jean-Guy Talamoni, lui, il est président de l'Assemblée corse nationaliste. Et vous allez voir comment lui a décidé, devant les médias, d'accueillir Emmanuel Macron. C'était dimanche soir sur BFM. On écoute Jean-Guy Talamoni. Et c'est votre président que vous recevez ? Écoutez, vous savez bien que je suis indépendantiste, donc vous savez très bien, il y a toujours une séquence comme ça dans toutes les émissions. Mais parce que vous c'est la règle du jeu, mais il n'y a pas de problème. Mais vous savez que je suis indépendantiste. Oui. Donc si vous me demandez si je suis français, ce que je pense, si je chante la Marseillaise, etc., vous savez bien que ça n'a pas d'intérêt. Moi, vous ne trouverez pas dans mon parcours, dans mes discours, la moindre once de sentiments anti-français. On n'a pas eu vraiment la réponse. Finalement, est-ce que c'est votre président que vous accueillez ? Non.
Voilà, alors ça paraît quand même assez étonnant. Marion Moore, quand même, un élu donc d'une région française qui dit non, moi aujourd'hui je n'ai pas accueilli mon président. Oui, c'est assez clair. Oui, bien sûr, mais 35 ans. Il dit toujours que la France est un pays ami. Mais ceux qui ont organisé les élections, c'est aussi la France. C'est avec l'argent des Français. C'est clair et cohérent, mais justement l'exécutif... La fiscalité locale, on n'en serait pas là. L'exécutif le dit bien, ils ont du mal à savoir entre les deux interlocuteurs lequel est le vrai, entre guillemets, et celui qui influence l'autre. Mais justement... entre l'exécutif et les interlocuteurs corses, il y a une bataille qui va être aussi une bataille d'arguments juridiques parce qu'on arrive dans la révision constitutionnelle. L'exécutif va dire peut-être d'accord pour une différenciation corse dans la République, mais en restant sur l'article 72, qui reste dans un cadre assez générique, alors que les Corses revendiquent, en tout cas nationalistes et autonomistes, revendiquent l'article 74, où il y a une différenciation qui est bien plus précise et où le terme corse serait inscrit dans la Constitution. Juste une chose, justement, Anthony Bélanger, il y a quand même... ils ont quand même été élus, donc il reste des interlocuteurs. Ils ont été élus, mais ce qui est intéressant, c'est, on parlait tout à l'heure, est-ce que le en même temps est possible en Corse, la fameuse doctrine du en même temps, et dans son discours aujourd'hui, Emmanuel Macron a déclaré ménager à la Corse un avenir qui soit à la hauteur de ses espérances, sans transiger avec les requêtes qui feraient sortir du giron républicain. Là, on est vraiment dans le macronisme, en fait, c'est-à-dire en même temps. C'est-à-dire, on est dans le bavardage pour cette déclaration. Ouais. La vérité, c'est que M. Talamon, c'est le grand mamamouchi de l'île. Il est président de l'Assemblée de Corse. Il n'a aucun pouvoir exécutif. Il représente 7% de l'électorat. C'est tout à fait différent d'une situation, par exemple, vous parliez tout à l'heure de la Catalogne, où les indépendantistes sont à 45%. Ce que j'essaye de dire, c'est que la véritable représentation autonomico-indépendantiste en Corse, ce sont les autonomistes. C'est-à-dire, c'est Simeoni qui est président du Conseil exécutif, c'est lui qui négocie, c'est lui qui a les forces politiques derrière lui, c'est lui qui représente vraiment quelque chose. Par ailleurs, il est allié aux indépendantistes qui sont effectivement, certains le disent, hégémoniques culturellement dans l'île, mais certainement pas politiquement. Donc vous pouvez inviter M. Talamon autant que vous voulez. Il a été invité au rendez-vous avec... Bien sûr, parce qu'il est un élu, mais dans les urnes, il représente 7 à 8% des voix. Voilà, et Talamoni n'est pas venu, Simeoni n'est pas venu, mais il y a une question qu'on peut se poser. C'est Simeoni est venu, pardon, pas Talamoni, je me suis trompé. Tout de même, Gaspard Koenig, il y a une question pour aller un peu plus loin. Tout à l'heure, on parlait d'Europe et on voit dans les bureaux de Gilles Simeoni, comme de Jean-Guy Talamoni, il n'y a pas de drapeau français. Mais il y a le drapeau corse et européen. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une place pour les régions en Europe. Aujourd'hui, c'est ça le sujet aussi. Pour moi, c'est l'avenir, mais du siècle qui vient. C'est-à-dire qu'il y aura un grand ensemble européen, une sorte d'empire qui pose le droit de la concurrence, qui rappelle les libertés fondamentales, qui leur interdit, par exemple, de faire leur statut de résident parce que c'est contraire à la Constitution française, mais c'est aussi contraire au droit européen. Donc, à un moment donné, ils ne pourront plus tricher avec ça non plus. Donc, qui rappelle les grands droits pour avoir un espace de liberté et de circulation. Et à côté de ça, des pouvoirs beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus locaux pour prendre les décisions qui, disons, à échelle humaine, qui nous concernent en tant que petite communauté, une communauté de gens qui savent se regarder, qui ont des voisins, des amis, enfin bref, qui voient les problèmes à l'échelle humaine. Et que, de ce point de vue-là, l'Europe des régions et la subsidiarité reste, je pense, un idéal tout à fait valable. Et qu'on le voit de toute façon apparaître partout. C'est-à-dire que toutes les régions qui commencent à partir de l'Europe, c'est intéressant. Elles disent toutes, on en a marre d'être sous le joug de l'État central, il ne comprend pas nos problèmes. Il va falloir pour ça qu'elle rapatrie un certain nombre de la fiscalité aussi, parce qu'il n'y a pas de responsabilité politique sans responsabilité fiscale. Voilà. Et qu'elles acceptent aussi, évidemment, de autonomie fiscale. Et dans l'autre sens aussi. Tout à l'heure, on parle de la Catalogne et de la Corse, c'est pas du tout le même niveau de vie. La Corse, c'est quand même une des régions les plus pauvres de France, contrairement à la Catalogne, qui est la plus riche d'Espagne. Ce qu'ils disent, ils se compagnent à la Sardaigne, et disent, regardez, la Sardaigne qui avait le même territoire que nous, parce qu'ils avaient une forte autonomie, ils ont été obligés, d'une certaine manière, de trouver leur modèle, et ils ont réussi à se développer de manière endogène. Alors que nous, finalement, on est dans une situation un peu larvée depuis des décennies, où on nous impose des choses qui, en un sens, nous font plaisir aussi parce qu'on nous donne de l'argent pour les accepter, mais que du coup, on n'est pas responsable de nous-mêmes. C'est en ce sens que c'est très libéral. La Corse a quelques réussites, je crois, dans le domaine de l'agriculture. On voit quelques... Mais enfin, c'est quand même extrêmement limité pour l'essentiel. Ils ont beaucoup de mal à compter leurs vaches et leurs moutons. Et l'Europe n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Pour l'essentiel, effectivement, il y a une dépendance économique colossale. La question qu'on peut se poser quand même, ce que dit Gaspard est très séduisant, mais on a déjà beaucoup de mal dans l'Europe à 27
demain, si on a une Europe dans laquelle on va inclure toutes les régions et dans laquelle les États vont continuer à jouer un rôle, on a quand même, enfin, je veux dire, ça dessine un avenir institutionnel quand même très hasardeux. Ce qu'il dit est passionnant et en plus il a raison. C'est-à-dire que, grosso modo, l'essentiel de l'histoire de l'Europe est une histoire d'empire. C'est une histoire d'empire, c'est-à-dire de nationalités qui s'embriquent les uns les autres et qu'on est commandé par une espèce de superstructure un peu lâche qui permet à toutes ces nationalités, toutes ces régions de vivre ensemble. C'est grosso modo l'essentiel de l'histoire de l'Europe, depuis l'Empire romain jusqu'à la guerre de 14 en fait. Et donc, en fait, d'une certaine manière, si on imagine l'Europe, l'Union européenne, comme une sorte d'empire lâche dans lequel cohabiteraient à la fois des nations qui se sentent représentées, mais aussi des régions qui préfèrent plus d'autonomie, moi je signe à deux mains, parce que je pense que c'est l'avenir. Maintenant, la deuxième chose à savoir, c'est que quand on est autonome, on est plus prospère, c'est vrai. Les îles de Méditerranée qui sont autonomes, je reprends, les Baléares, la Sardaigne, la Sicile, enfin d'autres d'ailleurs, Crète, la Chypre, en prenant l'exemple de Chypre, sont des îles soit indépendantes, soit autonomes, elles sont toutes infiniment plus prospères que la Corse. Quelques paradis fiscaux, notamment, puisque Chypre a eu des petits soucis aussi. Oui, c'est pas l'essentiel de la J'en profite pour dire très rapidement que ce qui est intéressant dans ce que proposent les autonomistes aujourd'hui, c'est que c'est plus du tout quelque chose basé sur le sang, l'ethnicité, le peuple corse. C'est plutôt quelque chose basé sur un projet économique et social, comme les Écossais d'ailleurs. Et c'est pas un hasard si ce sont les Corses qui, de toutes les régions, étaient le plus intéressés par notre projet de revenu universel, sont venus nous voir, en ont discuté, ont lancé une étude en Corse. Non mais c'est intéressant, ça veut dire qu'ils essayent de trouver des modèles nouveaux pour gérer leur propre territoire. L'info à 20h20. Bravo Gaspard Koenig. L'info à 20h20, Julie Simieux. Record de bouchons cumulés ce soir sur la région Île-de-France. Près de 700 km de ralentissement en ce moment. La nationale 118, celle qui permet de relier Paris à l'autoroute 86, fermée dans les deux sens. La société d'autoroute, la SANEF, demande même aux automobilistes de ne pas venir dans la région avant demain midi. Les bus ne circulent plus ce soir dans Paris et sa banlieue. On attend encore entre 7 et 30 cm de neige sur place cette nuit. En tout, 27 départements de l'ouest et du nord de la France sont en vigilance orange. La plupart n'assureront pas les transports scolaires demain. Perturbations aussi sur 3 lignes de TGV. En ce moment, les lignes Atlantique, Nord et Est circulent au ralenti. Conséquence des retards qui peuvent atteindre les 2h30 pour les trains qui vont ce soir vers l'ouest. À la une aussi, ces 4 ans de prison requis contre Jawad Ben Daoud. Impossible, d'après le procureur, d'affirmer qu'il savait que les 2 hommes qui l'hébergeaient étaient les auteurs de l'attentat du 13 novembre à Paris. Jawad est jugé depuis 2 semaines, accusé de recel de malfaiteurs terroristes. La décision du tribunal sera certainement mise en délibéré. Un séisme de magnitude 6,4 ce soir à l'est de Taïwan. Au moins 2 morts et plus de 110 blessés. Un hôtel s'est complètement effondré. D'autres bâtiments sont endommagés. Les secours sont en train de fouiller les décombres. France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, d'abondantes chutes des neiges paralysent totalement aujourd'hui l'Île-de-France. Pour faire un point en circulation régulier, on retrouve en bas du pont de Sèvres, donc vraiment dans Paris, Julie Pacôme, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, quelle est la situation? En plus des automobilistes qui peinent à avancer, les piétons glissent. Ils sont nombreux à vouloir franchir le pont de Sèvres, malgré tout. Alors, ils avancent petit pas par petit pas pour pouvoir rentrer chez eux. Certains chutent sur les trottoirs de façon plus ou moins spectaculaire, car il faut dire que les usagers des transports en commun n'ont pas trop le choix. Plus aucun bus ne circule au-delà du pont de Sèvres. Mélina travaille à la Poste à Issy-les-Moulineaux. Elle a terminé tôt, à 18h, et tente toujours de trouver une solution pour rentrer chez elle avec Vélizy. Elle a bien tenté d'appeler un VTC, mais 4 automobilistes ont annulé la course. Alors, à côté d'elle, il y a Anaïs. Elle a fait le choix d'attendre au chaud dans un café. Elle espère pouvoir dormir chez une amie qui vit à quelques minutes d'ici. Elle n'est pas sûre de pouvoir aller travailler demain, car les conditions de circulation ne devraient pas s'améliorer au petit matin. Merci beaucoup Julie Pacôme. On vous suivra bien sûr tout au long de la soirée. Vous êtes dans Paris pour nous faire vivre cette soirée qui a l'air très très compliquée sur l'ensemble de l'Île-de-France. Plus de 700 km de bouchons. Il y en a un pour qui la vie en ce moment est un peu sorti, mais un peu moins compliqué. On ne sait pas d'ailleurs, peut-être qu'il est bloqué dans les embouteillages, peut-être que vous le verrez. Faites-lui un petit coucou. Il s'appelle Laurent Wauquiez. Alors on ne sait pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est vrai que en ce moment, Laurent Wauquiez respire un peu parce que dimanche, il s'est passé quelque chose. Il a gagné un député supplémentaire. Il a battu La République En Marche. Donc c'est formidable pour lui. Mais alors,
tout le monde, voilà, chez les Républicains, n'a pas la même analyse. On va d'abord écouter un de ses proches. Vous allez voir, c'est un peu différent. On va écouter le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Voilà sa version de la victoire des Républicains dans le Val d'Oise dimanche soir. Je crois que c'est le retour de la droite républicaine. C'est le retour de la droite. C'était le thème de la campagne de Laurent Wauquiez. C'est un succès personnel pour Laurent Wauquiez. Nous avons un leader aujourd'hui. Nous avons retrouvé un leader. Voilà, succès personnel. Mais alors c'est bizarre parce que Laurent Wauquiez, lui, il n'interprète pas du tout comme ça. Comment ça se fait? On l'écoute. Vous savez, j'essaye de rester très simple. Je pense qu'en revanche, il y a un message qui a été envoyé à l'occasion de ces législatives. Au fond, il faut qu'Emmanuel Macron écoute ce que disent les Français. Voilà, donc Laurent Wauquiez, donc ce matin sur France 2, Marion Mourgue, on voit deux interprétations, Éric Ciotti s'emballe souvent. Comment il l'est justement aujourd'hui Laurent Wauquiez? Comment il le vit ça? Il le vit comme un succès à votre avis personnel? Il se dit ça y est, c'est mes thèses qui sont mises en avant, que j'ai mises en avant pendant ma campagne, qui ont réussi, ou c'est vraiment une parenthèse et il faut continuer à convaincre? Non, il a été très content des résultats de dimanche soir et il le voit comme la validation de sa stratégie, donc sa ligne politique et la manière de faire campagne, donc y compris d'aller parler aux électeurs du Front National et d'essayer de les ramener aux Républicains. Donc il est plutôt satisfait de ce qui s'est passé et il compte poursuivre. Et pour les Républicains et pour Laurent Wauquiez, le déclic, ça a été l'émission politique sur France 2 il y a 15 jours, avec l'idée que ça a créé un engouement auprès de son électorat. Bah, lui-même s'était déplacé avec Valérie Pécresse dans le Val d'Oise d'ailleurs. La semaine dernière, ouais. Christophe Alix, il était invité, donc ce matin on l'a vu au Cas de vérité sur France 2, et Laurent Wauquiez évoque le fait que Emmanuel Macron sous-estime, c'est son angle d'attaque, les problèmes de pouvoir d'achat des Français. Tout à fait. Voilà, c'est son angle. Tout à fait. Et il joue un peu, il joue un petit peu la France d'en bas, Laurent Wauquiez. Ce qui est quand même, il joue incroyable. Voilà, ce qui est quand même un espèce de retournement. Enfin voilà, donc la droite maintenant qui est contre les élites mondialistes, européennes, acquises à la globalisation. Lui, l'énarque normalien, qui est effectivement un énarque normalien. Et donc voilà, et donc il joue beaucoup ce côté France d'en bas, le pouvoir d'achat. Il essaye beaucoup de mobiliser les retraités sur cette question de hausse de la CSG, parce que les retraités ont eu une hausse de la CSG. Et parce que c'est eux qui votent. Et parce que c'est eux qui votent, et parce que c'est eux qui forment les bataillons des Républicains, et que c'est également les plus riches. Et surtout, Marion, vous me disiez tout à l'heure au micro qu'il y a aussi une mobilisation autour d'un thème qui est les 80 km/h. Alors on ne s'en rend pas compte à Paris, mais c'est vrai que en dehors de Paris, c'est quelque chose qui commence à cristalliser et les élus et les Français, dans les territoires, commencent à se dire c'est pas possible cette mesure, et donc il y a une remontée de terrain qui est en train d'arriver et qui est hostile à En Marche. Côté très poujadiste. Franchement, c'est quand même. Anthony Bélanger. Excusez-moi, mais on sait que c'est une mesure qui va économiser des vies. Mais on sait que ça va permettre de sauver 350 vies par an. Bien sûr. Mais c'est mathématique. On peut le comprendre aussi dans les zones où c'est très mal desservi. Et quelle est la différence entre 80 et 90 km/h? Dans les zones où c'est très mal desservi, ça peut changer aussi pour les Français. Et ça s'ajoute. Beaucoup de nos auditeurs sont bloqués ce soir. Donc de toute façon, ils sont à 0. Non, mais Gaspard. Alors, on va y revenir dans un instant sur Laurent Wauquiez et sa tactique politique. On parlera également des fonctionnaires. Voilà, dans un instant, on fera bien sûr des points route.